été faite en disant mais ça commence quand la fin de vie? Eh ben, la fin de vie, c'est une MST, maladie sexuellement transmissible. La vie, c'est-à-dire que vous l'avez attrapée en naissant. Sauf que c'est pas une maladie. C'est un événement sexuellement transmissible parce que en naissant, vos parents vous ont fait aussi le cadeau que vous allez mourir. Et ça nous concerne tous, que nous ayons plaisir ou pas à ça, que ça nous inquiète ou pas, et on a affaire avec. Et après, alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on va se promener un petit peu avec plusieurs approches. D'une part, peut-être situer le contexte. On pourrait demander à celles, parce que je crois que c'est surtout des dames qui ont proposé la soirée, pourquoi vous avez proposé cette soirée? Catherine, Sylvie ou Marie-Juliette? Parce que c'est quand même un sujet qui est à l'ordre du jour, voilà. Voilà, c'est ça, ça va passer Et par l'Assemblée que se nationale. de faire une réflexion dessus. Oui. Alors, effectivement, c'est un sujet à l'ordre du jour. D'abord parce que Macron l'a mis à l'ordre du jour à travers le lancement d'une consultation citoyenne, même si on peut se demander si tout n'est pas déjà dit avant la consultation, et qu'on a eu le Conseil consultatif national d'éthique, c'est une instance française assez particulière, et qui a donné un avis, et pour le coup, contrairement à ce que peut-être on a l'impression, c'est pas Macron qui leur a demandé, c'est eux qui se sont auto-saisis. Ça fait partie de leurs caractéristiques, ils ont le droit de se saisir d'une question, parce qu'il leur semble que, et c'est pas la première fois qu'ils s'en saisissent, ils s'en sont saisis à plusieurs reprises. Et en France, on a déjà un bout d'histoire à travers ça, parce que pratiquement, on a commencé à soulever ces questions-là dans les années 90, et on a eu plusieurs textes de loi qui ont abordé ces questions-là. Donc, voilà. Et on a eu une prise de parole des évêques, et pour une fois, ça n'a pas été une prise de parole ex cathedra, solennelle, et dans leurs propres instances, ils ont fait une tribune dans le journal Le Monde. Ce qui n'est pas banal. C'était pas signé la CEF, la Conférence des évêques de France, mais comme les tribunes du Monde, c'est-à-dire un certain nombre de signataires. C'était les évêques du Conseil permanent, mais ils ont signé ça sous leur nom propre. Donc, c'est assez intéressant comme formulation parce que, au fond, c'est assez inhabituel. Et leur manière, ça a été de dire, nous avons entendu le questionnement de la société. Nous avons entendu les inquiétudes des familles et des personnes concernées par ça. Nous constatons que, effectivement, c'est un sujet préoccupant, particulièrement dans ce temps de pandémie, dans un temps où le système de santé est vraiment chahuté, et nous relevons que le CCNE a dit qu'il faut d'abord et en priorité, avant toute réforme, développer les soins palliatifs. Qui est assez intéressant comme manière de resituer les choses, et en disant, au fond, l'enjeu, c'est d'abord un enjeu de fraternité. Alors, non, c'était sur ce que tu avais mis un temps en vivre, là. Voilà. Donc, mes objectifs de ce soir, c'est de susciter et d'entretenir un questionnement, plus que de vous donner des réponses, même si quand même, moi je dirais un peu un avis personnel, et notamment, je continue à vous faire travailler, d'après vous, combien de Français sont favorables à une aide active à mourir? 50%. Ça a dépassé ça. Combien pensent que c'est plus de 50%? Devant la main pour qu'on ait un peu abordé. Moi je dirais plus. D'accord. D'après les sondages. Oui, d'après les sondages. Deuxième question, toujours liée à ça. Parmi les catholiques, alors c'était dans... Je ne sais pas exactement comment était défini le mot catholique, mais je pense que c'était, si vous vous estimez catholique, combien sont favorables à une aide active à mourir? Plus de 50% ou moins de 50%? Moi je dirais Moins de 50%. Eh bien, vous avez faux. Plus de 50%, je crois que c'est autour de 70% ou 80%
Ah ouais? pour l'ensemble des Français, et c'est encore 72% parmi les catholiques. Ce qui veut dire que c'est une question sur laquelle il y a de vraies inquiétudes, ce qui explique peut-être pourquoi nous sommes aussi nombreux ce soir, et que vous avez eu raison de nous dire, il faut s'en saisir, il faut qu'on en cause, parce que c'est une vraie question. Alors, à partir de ça, comment avancer? Je te propose d'avancer si tu veux bien. D'abord, une réflexion autour du contexte. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte passablement renouvelé. D'une part, on est dans un temps... Moi, quand j'étais gamin, j'ai vu chez mes voisins des grandes tentures noires autour de la porte de la maison qu'on retrouvait aussi devant la porte de l'église. C'est-à-dire qu'il y avait une expression publique de la mort. Et par contre, on ne la voyait guère à la télé. Il n'y avait pas la télé chez mes parents, il n'a pas de m'attendre. Je crois que le premier événement, ça a dû être la mort de Jean 23, donc 63. Mais aujourd'hui, elle est exposée à la télé, et en même temps, elle est déniée. Parce qu'au fond, vous n'avez plus aucune marque sociale. Les femmes habillées tout en noir pendant un an, et toute la famille avec, si possible, et autres, ça a disparu. Donc elle est exposée et déniée. Et ça de fait, ça soulève une question parce que ça ne fait plus partie de l'imaginaire. D'où ma question, avez-vous déjà veillé un mort? On aurait pu la poser autrement. Avez-vous déjà, j'allais dire, touché un mort? Voilà. Et il y a plein de gens pour qui ça n'est jamais arrivé aujourd'hui. Alors que, en monde rural, ne serait-ce que des animaux morts ont été confrontés à la mort. Tu n'as pas parlé de veiller un mort, dans ta question, tu as dit veiller un mourant. Oui, alors tu as tout à fait raison. Parce que moi, quand j'étais jeune, on allait rendre visite aux morts et on les veillait. Oui, ah oui, tout à fait. Mais derrière, c'était parce qu'effectivement, j'étais préoccupé sur la fin de vie et sur l'accompagnement de la fin de vie. Mais tu as tout à fait raison. Deuxième élément, changement notable, c'est au fond que la mort, aujourd'hui, où est-ce qu'on meurt? Plus de 50% c'est à l'hôpital. Et je crois que c'est 10 à 20% à domicile. Et à l'hôpital, c'est y compris un certain nombre de gens qui sont en EHPAD. Qui, parce qu'ils ont des symptômes et que l'EHPAD ne se sent pas équipé, notamment la nuit parce qu'il n'y a pas d'infirmière, on les envoie à l'hôpital et moyennant quoi ces personnes âgées et souvent dépendantes et pas avec forcément, je dirais, une tête complètement paisible, meurent aux urgences parce que bien évidemment aucun service n'en veut et qu'en fait c'est parce que ça n'est pas bien équipé à l'hôpital. En EHPAD, et notamment équipées en personnel, qu'on se retrouve dans cette situation-là, alors qu'elles auraient dû mourir paisiblement, si tant est que c'est possible, en EHPAD. Donc là, il y a une vraie question qu'on va retrouver après. D'autre part, il y a une place, il y a une technicité croissante, et moyennant quoi fragmentée, c'est-à-dire qu'avec différents acteurs médicaux, plusieurs médecins. Et d'où la difficulté de qui va accompagner cette dernière étape éventuelle. Et d'autre part, on est très marqué et formé comme médecin, beaucoup plus les jeunes générations encore que moi, à faire, c'est-à-dire à faire des gestes techniques plutôt qu'à accompagner. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à faire. Et ça a été l'inversion qui a été opérée par les soins palliatifs, de dire non, il y a encore à faire, qui est d'accompagner. C'est en prendre soin, même par des gestes simples ou autres, c'est vraiment j'irais. Et d'autre part, la mort à ce moment-là est perçue par les équipes médicales comme un échec technique. C'est aussi un changement de la relation médecin-malade, parce que l'inversion, elle s'est opérée avec le sida. Les médecins généralistes ne connaissaient pas cette maladie, et petit à petit, les malades qui étaient atteints, qui étaient séropositifs, en savaient déjà plus que les médecins eux-mêmes. Et puis ensuite par Internet et par le jeu des réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a eu une vraie inversion qui s'est développée ensuite avec le développement d'Internet, et moyennant quoi, petit à petit, ça a été reconnu par un texte de loi, c'est la loi Kouchner 2002 qui a reconnu les droits des malades,
accès au dossier et puis l'autorisation à refuser des traitements. Donc c'est devenu un sujet de droit. Et petit à petit, c'est devenu un partenaire des décisions. Avec un exemple extraordinaire qu'on a vu tout récemment, cet homme qui avait eu un accident de voiture, je crois, qui était dans un coma profond, et qui avait écrit dans ses directives anticipées qu'il demandait à être réanimé. Et la famille a intenté, a fait appel au Conseil d'État. C'est-à-dire que là, on dit, le malade a le droit d'imposer un type de traitement au médecin. On a complètement renversé la relation, et en fait, on est un consommateur qui a le droit de décider qu'est-ce que je veux, même si c'est inadapté à la situation présente, parce que malheureusement, le cerveau était trop détruit. L'espérance de vie s'est allongée, ce qui fait qu'il y a un plus grand nombre qui arrivent à un âge avancé, donc avec aussi, je dirais, des aptitudes et des compétences cognitives, enfin de connaissances et autres en moins bonne forme, et d'autre part avec une perte d'autonomie physique, notamment pour la motricité, et y compris pour des choses de la vie quotidienne. Oui. Ce qui fait que ça soulève de vraies questions, et d'autre part, pardon pour vous les dames, mais comme vous vivez plus vieilles que nous, les hommes, eh bien vous êtes plus fréquemment veuves et dans un plus grand isolement social, lié aussi à la dispersion des fratries, enfin des enfants, et donc voilà, l'isolement est plus grand. Ce qui fait que ça pose un vrai problème. C'est pour ça qu'on a la question des EHPAD, outre toutes les charges familiales que peuvent avoir des grands-parents, qui ont à la fois leurs parents encore en charge et les petits-enfants à garder. Et enfin, je crois qu'il faut aussi rester lucide là-dessus, c'est que les soins sont un immense marché de l'offre et de la demande, et que je garde quand même du marxisme la prise de conscience qu'il faut toujours se poser la question, je dirais, du roman policier, c'est à qui ça profite. C'est-à-dire, économiquement, il y a des enjeux, on a ça à travers la PMA, il ne faut pas se faire d'illusions, mais on a aussi ça de ce côté-là, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à se positionner sur ce marché. Je crois qu'il faut rester lucide là-dessus. Ouais, merci. Alors, eh bien, on est face aux demandes de celui qui meurt. C'est-à-dire que je crois qu'il faut se remettre, quand quelqu'un demande à mourir, de quoi est-il en train de nous parler? Et en fait, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme peur? Qu'est-ce qu'il y a éventuellement comme difficulté? Et donc, comment accompagner et y répondre? Tout ce que je dis là, si vous avez envie par la suite de le retrouver, les PowerPoint pourront vous être transmis ou autres, ne vous inquiétez pas. Et ben, d'abord, c'est la peur de souffrir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui disent, plus de 80%, qui veulent une aide active à mourir. C'est d'abord parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Et peur de subir des traitements qu'ils ne veulent plus, ou des conditions de vie, du fait qu'il y en a autant qui sont en perte d'autonomie, en perte intellectuelle, etc., ce que les soignants, parfois, je dirais, dans leur vocabulaire un peu cru des légumes, eh bien, que les gens ne veulent pas aboutir à ça. Et donc, ils ont envie de pouvoir rester maîtres de ça et éviter d'être confrontés à cette situation. D'où cette peur de subir ces traitements-là, même si on verra que dans la loi, déjà là, il y a toute la possibilité de refuser des traitements si on le souhaite. C'est aussi la peur de mourir seul ou abandonné, ou à l'hôpital. Et notamment ce que je vous racontais sur les EHPAD, c'est pas normal que des personnes dont le dernier lieu de vie, dont leur dernière demeure, c'est l'EHPAD, eh bien, ils devraient pouvoir mourir là. Bon. Mais malheureusement, voilà. Après, ma mère est morte il y a 3 ans, mon père était catastrophé parce qu'il l'a retrouvée morte le matin en se réveillant, elle était morte vers 5 heures du mat', et en fait, elle s'était levée, assise sur son lit pour pouvoir aller aux toilettes, et le cœur s'est arrêté.
Et moi j'ai répondu à mon père, mais heureusement que tu ne t'es pas réveillé à ce moment-là, sinon tu aurais appelé les secours et autres, elle était emmenée en hôpital alors qu'elle voulait mourir chez elle. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est aussi la peur de peser sur ses proches et sur la société. C'est-à-dire le sentiment d'une inutilité et d'un poids économique qui est certes réel, mais en même temps, ils ont assuré, ces personnes-là ont assuré pour les générations précédentes, c'est normal que les générations suivantes assurent à leur tour, et il en sera de même, et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais c'est des peurs tout à fait réelles. Et donc, pardon, je reviens juste en arrière. C'est parce que tout ça, quand on va avoir les propositions pour aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas augmenter ces peurs-là? Alors, la douleur. Plus exactement, il faudrait parler douleur, souffrance, c'est-à-dire souffrance psychique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est aussi... Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ou mon conjoint, ou ma conjointe, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis, mais attends, où est-ce que j'en suis par rapport à Dieu? Où est-ce que j'en suis? Toutes ces questions-là. Inconfort, ça peut être une constipation quand on reste longtemps allongé, on va moins bien à la selle, et puis ça fait très mal de ne pas pouvoir dormir. Ou bien un mal-être, parce qu'il y a tout un tas de choses très concrètes. Hein. L'inconfort, c'est aussi des draps qui sont mal tirés, la laisse qui est de travers, où on reste dans le mouillé. Enfin, bref. Donc, la douleur, c'est un symptôme. Ce qui appelle tout un travail diagnostique assez fin et pluridisciplinaire. Parce que le généraliste, il va être attentif à certaines choses, le psy sera plus attentif au questionnement sur, je dirais, toutes les angoisses profondes, etc., ou des questions relationnelles ou autres. Tu veux me perdre? Là, on ne bouge plus, on ne touche plus. Bon. Donc voilà, hein. Et c'est un vrai travail, et ça suppose d'être repris régulièrement. C'est-à-dire, la première question quand quelqu'un demande à mourir, se dire, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose, une douleur physique, un problème relationnel qui s'est passé avec ses proches ou autres, et qu'il faut aborder ça avant de répondre en poussant la seringue. Ensuite, la douleur, c'est un symptôme. Donc c'est purement subjectif, et on dit que c'est bien sûr les femmes qui sont beaucoup plus douillettes que les hommes. C'est pas vrai. C'est complètement l'inverse. Et en plus de ça, c'est aussi, comme c'est subjectif, les médecins ne savent pas bien l'aborder parce qu'ils n'ont pas de signes concrets pour le voir. On a appris petit à petit ces dernières années à utiliser les échelles graduées qui permettent quand même d'objectiver un peu les choses. Et de fait, on a encore à apprendre à évaluer la douleur et à la traiter. Et en fait, on a des tas de traitements différents. On ne va pas traiter de la même façon la constipation qui peut être majorée par la morphine. Et donc, il faut se poser la question de comment on va réajuster les choses. Mais peut-être c'est simplement en donnant à boire et en faisant se lever ou marcher un peu la personne. Enfin, il y a tout un tas de choses à utiliser. Mais il y a un vrai déficit de formation des médecins et des soignants. Et dans le déficit des soignants, on retrouvera ça, ce que je disais pour l'EHPAD. Il n'y a pas d'infirmière la nuit. Donc on n'aura pas la possibilité d'avoir un pouce-seringue automatique pour de la morphine la nuit. Donc les malades n'auront pas leur morphine la nuit. Voilà, c'est ce que je disais sur les transformations organisationnelles. Et ça suppose aussi la nécessité d'une communication grand public. Je vais y revenir par la suite. C'est-à-dire que autant la loi a reconnu le droit à être soulagé de sa douleur, mais il n'y a pas eu de travail, de communication autour de cette loi. Vas-y, avance, s'il te plaît. Alors, l'invitation, c'est de resituer aussi la demande dans une histoire de vie et un parcours de soins. Et notamment, il y a eu tout un travail qui avait été fait par Elisabeth Kübler-Ross, une femme d'origine suisse, qui est partie ensuite aux USA et qui a beaucoup travaillé en écoutant des personnes en fin de vie, et qui a notamment élaboré un peu des points de repère, notamment en parlant des étapes du mourir. Le mourir, c'est un mot d'origine anglaise, enfin c'est la traduction de l'anglais, c'est-à-dire c'est dying
c'est le fait de quand la mort s'envisage. Et ça peut durer des semaines ou ça peut durer des mois. Quelqu'un chez qui on diagnostique une maladie de Charcot, pour beaucoup de ces évolutions-là, c'est en 2 ans. Et donc, voilà. Donc, malheureusement, il y a une échéance qui est relativement proche, mais elle n'est pas immédiate. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, très souvent, les malades vont passer par d'abord un déni, ensuite une colère ou une révolte, une négociation, la dépression ou l'isolement, l'acceptation. On n'a pas le temps ce soir de rentrer dans les détails, mais vous pouvez sur Internet aller trouver des choses autour de ça. C'est assez éclairant parce que d'une part, ça nous donne des clés pour comprendre les réactions des personnes. Pardon, oui. Qu'est-ce que tu appelles une négociation? Négociation, c'est-à-dire, on essaie de négocier avec la maladie. D'accord. C'est avec la maladie qu'on essaye de dire, oui, mais encore que j'ai ce temps-là ou autre, j'ai envie d'être au mariage de ma petite fille ou de ceci ou cela. Et même si elle le présente de façon un peu linéaire, en fait, ce n'est pas des étapes obligées, et il peut y avoir des sauts et des allers-retours. C'est plus à prendre comme des clés, hein, pour nous aider à comprendre les réactions des personnes. Parce qu'on va être très étonné que quelqu'un nous en a parlé, et puis ensuite, il y a un déni complet de ce qui s'est passé. Alors, ça a conduit ce travail-là, notamment à des choses. Un des grands apports de Chirac a été 2 lois, la loi par rapport au cancer et la loi par rapport aux personnes en situation de handicap. Et la loi par rapport au cancer, ça a été de prendre en compte, enfin, en France, que le cancer, certes, ça touche une personne, mais ça touche le conjoint, toute la famille, etc. Et donc, consultation d'annonce avec au moins 2 personnes du côté du malade et 2 personnes du côté des soignants, pour que l'infirmière puisse reprendre après, avec le malade, ce que le médecin a dit, parce qu'il y a un certain nombre de choses, il a fermé les écoutines. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça, voilà. On continue à avancer. Ce qui veut dire aussi que ça conduit à ce moment-là que la maladie grave ou la perte d'autonomie, c'est une épreuve. Et une épreuve physique, psychique et spirituelle. Et moi je dis que, au fond, pour être malade, il faut avoir la foi. Il faut être croyant. Je ne parle pas de foi spirituelle. Mais ça veut dire que je confie ce qui m'est le plus cher, à savoir mon corps et mon intimité, à un soignant ou une soignante, et en fait à une équipe, c'est-à-dire à plusieurs personnes, en espérant qu'ils vont me respecter, me traiter de la meilleure façon possible. Et bien ça suppose une sacrée confiance, et qu'une confiance, c'est pas acquis en un seul coup, et éventuellement, eh bien, ça va demander une alliance à établir, notamment dans notre culture contemporaine où, je dirais, on veut pouvoir discuter, négocier, etc., quoi, et être partenaire. Et d'autre part aussi qu'il y aura des temps d'épreuve parce qu'il n'aura pas compris, le il, c'est le soignant, n'aura pas compris ce que je suis en train d'éprouver, ou en sens inverse, que je n'aurai pas compris ce qu'il décide, ou les étapes, etc. Et que ça, il faut accepter que là, il faut travailler sur la communication et avancer avec, là aussi, des allers-retours. Vous pouvez prendre des images comme dans une vie de couple. C'est pas toujours ça. Voilà. Et donc, il y a aussi besoin que la confiance, elle soit en sens inverse. C'est-à-dire que moi, malade, j'ai besoin que les soignants continuent à avoir confiance en moi, au sens à continuer à me regarder comme un être humain. C'est ça que j'appelle envisager le patient comme une personne. Parce que sinon, eh ben, c'est plus que... On continue à avancer. Et c'est pour continuer à développer cette dimension psychique et spirituelle. Être malade, c'est éprouver l'atteinte du corps dans une société qui valorise le corps jeune, mobile, actif, et où l'autonomie, où chacun se débrouille et mène sa vie. Oui, mais quand je réponds plus à ce canon-là, je fais quoi? C'est pas ça.
et d'autre part que l'expérience du dépouillement, eh ben, ça affronte à tout un tas de questions, et notamment la question de qui va s'occuper de moi. Je le dis en boutade, hein, quand mes responsables ecclésiaux m'ont demandé il y a 2 ans, 3 ans même, d'envisager de quitter Ivry, j'ai résisté pendant 2 ans, pour différentes raisons. Ce que je vivais me passionnait là-bas, mais notamment, il y avait sous-jacent cette question-là. C'est-à-dire qu'à Ivry, j'avais noué des liens suffisamment forts, multiples, et pas uniquement ecclésiaux, où je pensais qu'il y aurait des gens pour s'occuper de moi demain. Mais dans un lieu où je connais personne, où je débarque à près de 70 berges, ben c'est pas évident. Ça renvoie à un questionnement assez profond, et donc ne soyons pas surpris de ce questionnement-là. Et c'est pour ça que je vous renvoyais aux questions. Est-ce que vous avez parlé de votre sépulture ou des funérailles avec vos proches? Parce que c'est une manière aussi d'apprivoiser cette étape-là, de pouvoir faire alliance ou construire progressivement des alliances avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et je crois que ça nous renvoie à comment nous travaillons à ça et nous développons ça entre nous, parce que ce n'est pas uniquement en famille qu'on peut faire ça, c'est aussi avec des proches ou des amis. Et aussi comment nous travaillons et nous accompagnons ça, et c'est pour moi un service ecclésial que nous avons à vivre, pas simplement auprès de nos encartés. Dire ça de façon familière. Oui, oui, oui. Je m'excuse, mais c'est parfois très difficile de parler de sa future mort à ses amis ou à ses enfants, parce que eux-mêmes ont peur. Oui. Et du coup, ils refusent l'écoute. Tout à fait. Je continue dans des exemples personnels pour donner à penser. Ma mère, plusieurs fois, me demandait quand est-ce que je vais mourir. Et à sa manière de poser la question, j'entendais qu'elle attendait que je lui réponde, c'est pas maintenant. Et puis un jour, elle m'a posé la question d'une autre façon, enfin bon, en tout cas, moi j'ai perçu qu'il y avait autre chose derrière, et je lui ai répondu, écoute, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute, si nous, sauf si tu décides de te suicider, mais sinon personne ne sait quand est-ce que tu vas mourir. Par contre, je peux te dire que j'entends bien que tu puisses en avoir assez de vivre, je ne rentre pas dans tous les détails, hein, et voilà, mais nous on est content que tu sois encore là, mais je peux entendre ça. Voilà. Et à partir de ça, je dirais, les relations ont été différentes pour la suite. Ça me semblait important de pouvoir lui dire, oui, de fait, tu es plus proche de la mort aujourd'hui. Nous, on est prêt à continuer à t'accompagner maintenant, mais voilà. Et ça, je dirais, il y a un moment donné, alors, soyons francs, il faut déjà, nous, avoir fait tout un bout de chemin avant d'être prêt à ça. Hein. Pour donner un autre exemple, là c'est mon père maintenant, mon père un jour me pose la question en disant, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à rester ici, il est tout seul chez lui, dans 3 semaines il aura 100 ans. Et je lui réponds en disant, mais on a envisagé des solutions avec toi, on en avait parlé, EHPAD, une aide à domicile un peu accentuée, etc. etc. Bon, en plus il me pose ça, j'avais l'heure, je devais rentrer ici pour un rendez-vous, bref, c'était là. Et après coup, dans la semaine, je me dis, mais attends, il est en train de me parler de sa fin de vie. Mais au sens de sa mort. Bon, je me dis, il faut que j'en reparle avec lui. La semaine suivante, incapable d'en parler. Moi, la semaine, 15 jours après, pendant qu'on était à table, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, c'est la perche, je la saisis. Et je lui dis, papa, écoute, l'autre jour tu m'as posé la question, moi je t'ai répondu à travers ce que l'on avait envisagé avec toi, mais peut-être que tu me parlais d'autre chose qui était comment tu vas mourir. Et je lui ai décrit ce qui pouvait lui arriver. Je lui ai dit, tu peux avoir ton cœur qui s'arrête brutalement, tu seras mort, tu t'en rendras plus compte, c'est nous qui... Alors je lui ai dit, comme maman. Il me dit non, maman, puisque elle s'est réveillée. Je lui ai dit oui, elle s'est réveillée, mais elle s'est arrêtée puisqu'on l'a retrouvée assise au bord de lui. Je lui ai dit, après, ton cœur peut défaillir et tu peux tomber au sol, mais tu te seras peut-être fait mal, mais tu t'en rendras pas compte.
Et puis je lui dis, tu peux avoir un AVC ou tu peux avoir... mais ça, il y a peu de chance, tu n'as pas le profil au plan cardiologique, cardiovasculaire, etc. C'est-à-dire, je lui ai décrit un certain nombre de choses. Mon père est de formation ingénieur, il programme, il réfléchit, il anticipe. J'ai pensé que ça pouvait l'aider. En bon normand, il n'a rien dit, et il a fait son miel, et puis ça continue. Voilà. Mais c'est un dialogue entre plusieurs personnes, et c'est jamais simple, et on n'a pas de solution toute faite comme ça. Il faut accepter. Par contre, c'est toujours sous une forme symbolique. Actuellement, mon père dit qu'il est épuisé. Nous n'arrivons pas à comprendre de quoi il nous parle. Bon, on cherche avec ma sœur, on est deux, hein. Chacun y va par son chemin ou autre, mais voilà. Bon, mais il faut accepter et accompagner pas à pas. Mais après, ça dépend des tempéraments. J'ai accompagné une copine, une amie même religieuse, et qui m'a convoqué un jour, deuxième récidive de cancer, c'était pour préparer ses funérailles. Bon, ok, ben on y va. Mais parce qu'on avait d'une part un lien d'amitié, un lien spirituel assez fort, et qu'on a pu aborder ça. Et derrière, il y avait un certain nombre de choses qui la préoccupaient. Elle était religieuse, elle était en même temps militante syndicale, et elle dit, si c'est ma congrégation qui prend la main sur les funérailles, il n'y aura pas de place pour les militants syndicaux. Et il faut que toi, tu es placé à un endroit où tu peux faire les deux choses. Voilà, Pardon, mais à travers des exemples, je crois que ça peut aider à percevoir comment, au fond, les questions peuvent se poser. Et donc, c'est le rôle des aidants, proches et professionnels, et avec la question comment les soutenir. Je crois qu'il y a plus d'un sur deux aidants qui meurent avant la personne aidée. Parce qu'ils s'épuisent. Et là encore, comment nous pouvons aider les aidants, veiller sur eux, prendre soin, d'autant plus qu'il y a un isolement. Mon père s'est enfermé pratiquement avec ma mère, il veillait sur eux comme le lait sur le feu. De temps en temps, heureusement, elle s'échappait, elle avait sa tête à ce moment-là, mais elle s'échappait parce qu'elle avait envie de marcher. Mais il ne la laissait pas sortir. Il avait trop peur de la perdre. Mais... Allez, on avance. Oui, un langage symbolique, ben voilà, c'est ce que je vous ai raconté, c'est pour dire il va y avoir différentes manières d'en parler. Jeune médecin, j'ai reçu à l'hôpital un horticulteur qui très vite on a vu le diagnostic cancer du poumon très avancé, c'était plié en quelques semaines, et il a commencé à parler à ses enfants en disant je voudrais céder une partie de ma terre, je ne vais pas pouvoir continuer à m'occuper de toute ma... C'était sa manière de commencer à envisager la mort. Mais bon, voilà. Alors, le cadre législatif. Bon. Je vais juste prendre... Oui, c'est ça. Merci. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Pardon, par rapport à ce qu'on s'est dit là, ça va ou il y a des... Non, c'est clair. Pas pour moi. C'est d'essayer de voir au fond les évolutions qui ont été faites. Les questions, elles ont commencé à se poser à travers les évolutions techniques et aussi l'expérience qui s'est déployée. La France a été assez en retard par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a eu deux pays qui ont eu une expérience assez intéressante. C'est l'Angleterre, avec notamment une femme, Cicely Sanders, qui est une femme qui a organisé, c'était une clinique privée, St. Christopher's Hospice, qui était un lieu qui rassemblait, au fond, des mourants, c'est-à-dire des gens en fin de vie. J'ai eu la chance, j'étais étudiant en médecine à ce moment-là, de participer à un voyage où on a été là-bas, et nous, en y allant, on s'est dit, mais enfin, c'est pas possible de regrouper comme ça des gens, ça va être sinistre. On a trouvé un lieu accueillant, à la mode anglaise, tweed, etc., enfin, vraiment comme des salons, si vous voulez, des chambrées, très agréables,
Et des gens qui, je ne parlais pas assez bien anglais pour en profiter vraiment beaucoup, mais qui parlaient de l'étape dans lequel ils étaient en train de vivre, le mourir. Pour certains, c'était une échéance courte, pour d'autres, c'était des échéances plus lointaines, mais on pouvait en parler. Et alors, une des choses, c'était la démarche volontaire des personnes. On était explicite sur le fait que oui, l'échéance c'est la mort, mais pour autant, il y a un temps à vivre, on le vit. Traitement de la douleur, et ils utilisaient la morphine. Pour nous, c'était uniquement en picouse et en sous-cutané, et vraiment, j'allais dire, avec réticence. Et eux, c'était en sirop. Panique chez les Français, en disant vous allez en faire des drogués et tout. Pas du tout. Et en fait, ça permettait d'utiliser de façon à la fois progressive, mais aussi négative, c'est-à-dire qu'on diminue progressivement, parce que l'idée c'est de taper fort, on supprime la douleur, on supprime la mémoire du corps de la douleur, donc on n'a pas l'angoisse que la douleur réapparaisse, et moyennant quoi, on peut, y compris parfois, arrêter le traitement. Et l'autre expérience, c'était les Canadiens. Les Canadiens au Québec. Alors, on a eu en 99 une première loi, Kouchner, déjà je crois, je ne suis pas sûr de mon coup, mais il me semble bien que c'était lui, qui visait à garantir le droit aux soins palliatifs pour tous. Combien d'hôpitaux français, de départements français aujourd'hui sont sans service de soins palliatifs? 26 départements n'ont aucun service de soins palliatifs. Donc, 23 ans après, il y a encore du taf. Et on considère qu'il y aurait 2/3 des malades qui auraient besoin, des mourants qui auraient besoin de soins palliatifs. Il y en a seulement 1/3 qui ont accès à des soins palliatifs. Les autres n'y ont pas accès. Mars 2002, donc le Covid est passé, le sida est passé par là, et puis on a avancé et tout, et on est donc sous la loi qu'on a appelée Kouchner, la loi relative aux droits des malades, avec notamment le fait que les malades ont accès à leur dossier. Toute décision thérapeutique doit demander le consentement libre et éclairé des personnes, et on met en œuvre quelque chose dont déjà la loi de 99 avait parlé, la personne de confiance. Alors qu'est-ce que c'est que la personne de confiance? Quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un... Prendre des décisions à la place. Et pourquoi quelqu'un va prendre des décisions à votre place? Vous auriez déjà donné C'est au cas où vous-même ne pouvez plus exprimer votre point de vue, elle doit dire à ce moment-là ce que vous pensiez. Donc c'est une double confiance. C'est qu'elle va pouvoir dire ça, et la confiance qu'elle ne dira que ce que vous avez dit et non pas ce qu'elle en pense. Donc c'est les deux faits. Et pour le coup, la dernière loi de 2016, ça s'impose aux médecins, sauf si c'est complètement inadapté. Et est-ce que ça doit être quelqu'un de la famille? Non. Absolument. Quelqu'un qui vous voulez, que vous choisissez. Par contre, n'est pas précisé où et comment vous le faites. Dans la croix de cette semaine, il y a eu, il me semble, je ne sais pas si c'est sur Internet ou en version papier, il y avait une expérience, je crois que c'est de Poitiers. Ah oui. Poitiers. Où c'est médecins et infirmières. C'est les services hospitaliers qui ont mis ça en place parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de gens qui ne l'avaient pas fait, que ça leur rendrait service à tous, et ils ont décidé de former tous leurs soignants. Ils ont 2000 soignants qu'ils entendent former, et ils en sont déjà un quart, je crois, qu'ils ont formé, pour les préparer à ça, c'est-à-dire intégrer ça dans le parcours de soins des malades, mais en commençant par les soignants. En 99, il y avait donc l'accès aux soins palliatifs, il y avait aussi, c'est là où déjà la possibilité de s'opposer à une décision médicale, de dire je refuse un traitement.
Même si après, bon, je dirais, il y a des règles, hein, et ça veut dire que le médecin il doit faire tout ce qu'il peut pour expliciter à quoi la personne s'expose si elle refuse tel ou tel soin et tout, mais en disant c'est son. Première loi très directement sur la fin de vie, c'est la loi Leonetti, hein, et de 2005, réaffirmation du droit d'accès aux soins palliatifs, mais et la mise en œuvre, c'est le refus. À l'époque, on parlait encore de l'acharnement thérapeutique, et on a banni ce mot parce que c'est du côté des médecins, tandis que là, c'est obstination déraisonnable, c'est-à-dire c'est du côté négatif pour dire vous ne devez pas vous obstiner en faisant un traitement qui est disproportionné par rapport à la situation à l'époque. Je crois qu'il y a le chiffre exact, je ne sais plus, mais je crains que ce soit presque 9 sur 10 des personnes qui entrent en soins palliatifs qui dans le mois précédent avaient encore une chimiothérapie. Ça veut dire vraiment les équipes ont du mal à un moment donné à dire on arrête, on est de fait au-delà des possibilités. Donc il y a la possibilité d'arrêter un traitement de façon très précise, et y compris les traitements que sont, ça sera surtout précisé en 2016, alimentation parentérale, hein, c'est-à-dire par perfusion ou par sonde, et la nutrition. Et d'autre part, il y a la mise en place du principe de collégialité et de la transparence de toute décision. Et on commence à parler de soulager efficacement la douleur en acceptant de courir le risque d'un double effet. C'est-à-dire, je cherche à soulager votre douleur, mais après on va largement parler et en essayant d'associer le malade pour qu'il comprenne ce que l'on est en train de faire, on peut accepter de courir le risque que peut-être, indirectement, ça va accélérer la mort. On ne cherche pas la mort, on ne cherche pas à euthanasier, mais on accepte de courir ce risque pour pouvoir soulager correctement la douleur. C'est ce qu'on appelle le double effet. 2016, c'est la loi Claeys-Leonetti, et où là, il y a l'obligation pour le médecin de respecter la volonté des patients. C'est-à-dire que là, c'est une interdiction faite aux médecins d'aller contre la volonté des patients s'ils refusent un traitement. C'est-à-dire que c'est plus simplement une possibilité, mais une... Et c'est aussi que les directives anticipées, formulées par les personnes, et dont la personne de confiance va être porteuse, elles s'opposent au médecin. C'est-à-dire que le médecin a l'obligation de respecter les directives anticipées, sauf si vraiment on est en situation d'urgence ou si elles sont inadaptées par rapport à la situation. Il a dit qu'il ne voulait pas être réanimé, mais la personne a juste fait un accident où la personne est récupérable sans séquelles. Il n'y a pas de raison de se priver de cette possibilité. C'est donc là, il y a une évaluation et donc une confiance qui doit réciproque. Et ça met en place aussi, avec une insistance sur la dimension collégiale de toutes les décisions. Enfin, ça ouvre le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Ça veut dire que, notamment, ça vise à des personnes qui sont au-delà de toute possibilité thérapeutique et de dire on n'a pas envie de se voir mourir et agoniser, notamment si cette agonie risque d'être difficile. On peut penser à des malades, par exemple le cancer du poumon, où ça va être avec une asphyxie. Eh bien, légitimement, après avoir parlé avec le malade, avoir obtenu son accord, ou avec la personne de confiance si le malade n'a déjà plus sa conscience, avoir parlé avec la famille, prévenu la famille qui ne peut pas s'y opposer si le malade ait dit oui, mais néanmoins, ça suppose de l'avoir prévenu. Après une décision collégiale entre médecins, avec y compris un médecin extérieur au service, qui a donc un rôle de tiers, et
et avec le personnel soignant, ça n'est pas qu'une décision médicale. Les infirmières qui notamment vont avoir à effectuer tous les soins, y compris les perfusions, le renouvellement et l'autre, elles sont associées à la décision à part égale. Même si en dernier recours, ça sera le médecin qui assumera la décision et qui l'écrira dans le dossier. Voilà, il y a tout ça. Est-ce qu'il arrive qu'une opération de sédation profonde soit... il y a un retour en arrière, enfin une remise à la vie? Est-ce que c'est arrivé? Oui, alors il y a deux choses. On peut plonger à un moment donné le malade dans une sédation et c'est d'accord avec lui que c'est une sédation temporaire. Ça, c'est possible. Mais si tu soulèves la question d'une sédation continue jusqu'au décès et que tout le monde est d'accord là-dessus et puis que, entre guillemets, ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a un réveil du malade, c'est exactement une des questions qui est sous-jacente à l'avis du CCNE actuel. C'est-à-dire que malheureusement, pour les malades cancéreux, globalement, la sédation, elle marche. Parce qu'elle est souvent tardive et elle n'est pas très, très longue, en durée dans le temps, avant que la mort ne survienne. Par contre, pour des maladies neurodégénératives, où l'échéance elle est souvent plus longue, j'évoquais la maladie de Charcot, cette maladie qui est une paralysie progressive et qui se met à atteindre le pharynx avec tous les troubles, les fausses routes, et ensuite qui touche la cage thoracique et la respiration. On est dans une situation plus complexe, et là malheureusement, on se trouve devant il y a un échappement. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, les mêmes produits ne produisent plus leur effet et le malade se réveille. Et si on augmente les doses ou autres, on va avoir des effets indésirables. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation assez délicate. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de malades soulèvent la question en disant mais est-ce que là, il ne faudrait pas envisager une euthanasie? C'est une question. Et les On va y sédations revenir. vont se faire à la maison Pardon? Les sédations comme ça, c'est qu'à la maison ou quel hôpital? Actuellement, dans l'état actuel des situations, du traitement, on ne sait pas bien les faire à domicile, pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça suppose d'être, j'allais dire, séquencé, donc ça suppose qu'il y ait une infirmière qui vienne très régulièrement, etc. Et pour certaines de ces sédations-là, c'est aussi des sédations qui vont être flash, notamment par exemple quand dans certains types de cancers, je ne rentre pas dans tous les détails, on va avoir une hémorragie cataclysmique, et où là, à ce moment-là, il faut pousser une seringue. Et donc là, il n'y a pas à discuter, et ça, c'est dans un environnement quand même hospitalier. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire, mais là aussi, c'est un des éléments que, dans ce que pousse le CCNE. Le CCNE ne pousse pas simplement à l'euthanasie ou au suicide assisté, il interroge très très fortement. Il y a le double de page sur les recommandations du CCNE concernant le développement des soins palliatifs par rapport à la possibilité éventuelle d'une aide active à mourir. Dans la communication pour le grand public, on parle beaucoup plus de l'aide à mourir que... Ah ben tout à fait. Complètement. Oui, oui, ça c'est... Oui. Malheureusement, mais de la même façon que le CCNE écrit explicitement la majorité, le plus grand nombre papier de situations, c'est lié au fait que ça n'a pas été fait correctement c'est assez incroyable. C'est dans ces recommandations. Bon, je le retrouverai, je le regarde. Mais il dit au fond, là où c'est parce que ça n'a pas été mis en œuvre. Quoi. Oui? Excusez-moi.
a-t-on le droit de refuser les soins palliatifs et est-on écouté par les équipes médicales? Il faut que vous précisiez votre question pour que je comprenne. Admettons que je sois mourant. Que je sois Mourant. Oui. Et que les équipes médicales me proposent des soins palliatifs, alors que je ne souhaite pas de soins palliatifs. Est-ce que c'est possible? On est plutôt dans la situation inverse. Il faut se battre pour pouvoir aller en soins palliatifs. Les soins palliatifs ne veulent pas dire activer la mort, accélérer. C'est là où c'est un scandale absolu que la loi elle a été votée en 2016. Dans la loi a été précisé qu'il devait y avoir des campagnes de promotion et autres. Enfin, en 2020, il était envisagé que ça devienne la grande cause nationale, donc les placards 3 mètres sur 4 mètres, dans toute la France et partout et tout. Et manque de peau, on a eu le Covid. Et hop là, on a emballé notre paquet. Ça devait enfin avoir une communication là-dessus. Mais c'est parce que de fait, le problème, pour le coup, les services de soins palliatifs sont très réticents, voire opposés à la sédation profonde et continue. Ils manient les traitements antidouleurs largement et autant que de besoin, mais ils ne sont pas à l'aise avec ça parce que pour eux, très souvent, ils disent en fait, ça n'est pas la demande des malades. Un malade qui entre en soins palliatifs en disant je veux mourir, ils disent ok, on prend le temps, on s'assoit et on cause. Et ils tâtonnent, ils cherchent pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est un problème relationnel avec votre famille, avec ceci, avec cela? Est-ce que c'est un traitement? Et on cherche les médicaments, les mieux adaptés. Et des médicaments qui sont antidouleurs, des médicaments antidépression, anxiolytiques et tout, ils vont utiliser, et ils sont rompus à ça. Le problème qu'on a, c'est que les soins palliatifs marchent bien pour des malades du cancer, et ne marchent pas bien pour les malades, parce qu'on n'est pas sur le même timing. Parce qu'un des éléments qui n'est pas dit, combien de temps un malade est pris en charge en soins palliatifs? 3 semaines. Le temps qu'il faut. 3 semaines. C'est-à-dire qu'un service de soins palliatifs est payé par la Sécu plein pot, c'est-à-dire avec davantage d'infirmières, davantage de personnel, etc. Pendant 3 semaines, si le malade n'a pas eu le bon goût de mourir dans les 3 semaines, très souvent il n'est pas gardé, il est renvoyé dans le service hospitalier. Et derrière, c'est ce que l'on appelle l'internification à l'acte. Le libéralisme économique dans lequel nous sommes plongés jusqu'à la noyade pour le service hospitalier. Et ça, c'est un des points, et c'est mis noir sur blanc par le CCNE, de dire que là, il y a un problème. Parce que de fait, là, alors après, c'est pas simple, parce que mais voilà. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait aller en soins palliatifs. On a enterré il n'y a pas très longtemps un de nos copains et qui a fait un passage en soins palliatifs à un moment donné, parce qu'il n'était pas bien et tout. Et puis, ça a super bien marché, traitement de douleur adapté et tout, il est rentré chez lui et il est reparti pour plusieurs années. On peut avoir des allers-retours comme ça, il ne faut pas avoir une image négative. Soins palliatifs ne veut pas dire le bon pour les pompes funèbres. C'est vraiment la fin. Oui, Francis. Dans le cadre législatif, est-ce qu'il apparaît l'interruption de l'alimentation, parce que tu as parlé de sédation profonde? Personnellement, je trouve extrêmement choquant qu'on puisse arrêter d'alimenter un malade. Tu appuies là où ça fait mal et là où c'est en plein débat. C'est-à-dire, la question, elle se pose de différentes façons. Je reviens à mon père, c'est pas par obsession, mais c'est pour donner des exemples très concrets. C'est clair que la ration alimentaire, elle a été divisée par 2 ou par 3. Au départ, je vais manger chez lui tous les lundis midi. Au départ, je le laissais se servir.
C'est-à-dire que ma préoccupation, elle était, un collègue diacre de la Mission de France, responsable d'EHPAD, m'avait dit une fois, on en fait le moins possible. J'avais été scandalisé. On avait discuté. Et en fait, c'est laisser autant de responsabilités possibles à la personne tant qu'elle en est capable. Et j'appliquais ce principe-là à mon père pour, c'est-à-dire, si je fais trop, il ne saura plus le faire lui-même. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on est dans la situation inverse où je le sers parce que je sers une portion un tout petit peu plus que ce qu'il a envie. Mais c'est très clair qu'il est en train de... Et ben, ce matin a été enterrée la mère d'une paroissienne d'Ivry. Cette mère était médecin, pédiatre et autres. Et un homme me disait que sa mère, à la fin, ne s'alimentait plus. C'était sa manière de se préparer et de partir. Et c'est pas douloureux, contrairement à ce qu'on croit. Des personnes âgées ressentent moins la soif, d'où l'exigence pour les plus âgés d'entre nous à boire suffisamment quand il fait sec, parce que nous ne percevons pas ce besoin de boire. Et donc, c'est après la question qui se pose, c'est la question par exemple pour Vincent Lambert. Cet homme qui était en état de mort cérébrale. Oui, mais c'est une mort de la partie haute, mais pas de la partie basse, c'est-à-dire tout le tronc cérébral, respiration et fonctionnement cardiaque est intact. Mais par contre, au-dessus, c'est pas allumé. Et où on a donc, j'allais dire, des réponses, mais qui sont des réponses d'automatisme nerveux à l'échelon de la moelle épinière. Mais qui donnent effectivement des questions sur lesquelles on n'est pas très au clair. Et en fait, cet homme-là n'était pas capable de boire et de manger tout seul. L'eau, elle était gélifiée. Parce que sinon, il fait des fausses routes. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas devant une hydratation, une alimentation normale. On est devant un traitement médical. Et là, à ce moment-là, on peut légitimement se dire qu'on a le droit d'arrêter ça. Parce qu'on ne le fera pas souffrir et que, en 15 jours, 3 semaines, la personne petit à petit va s'éteindre. Après, si effectivement la personne est capable en autonomie, et c'est notamment la question qui se pose, c'est la question, je reviens à la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, qu'est-ce qu'on fait? Petit à petit, la personne, elle ne peut plus manger, il faut lui mettre une sonde, parce que sinon elle fait des fausses routes. On a la même chose pour des Parkinson avancés. Si on met une sonde, on franchit une étape, on ne reviendra pas en arrière. Mais à ce moment-là, on va créer quand même une dépendance énorme, on va le prolonger, certes, mais dans quelles conditions de vie? Est-ce que c'est souhaitable? Au minimum, cette décision-là, elle doit être parlée avec le malade, avec son entourage, et nous devons pouvoir accepter, et en tout cas la loi nous y oblige aujourd'hui, que si le malade refuse, d'accepter ça. Et donc à ce moment-là, ça va se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire. Et pour la toute dernière étape, eh bien, on va accepter de supprimer l'alimentation et l'hydratation artificielle. Et à ce moment-là, on va être amené à accompagner ça, effectivement en plongeant dans une sédation profonde et continue. Moi, pour moi, je vois que le temps avance, je franchis une étape. Moi, je suis favorable au maintien de la décision actuelle, c'est-à-dire une interdiction d'accélérer, de porter atteinte à la vie d'autrui. Mais je crois qu'il faut accepter que l'on ait des exceptions conduites par des équipes, parce que notamment ces malades-là, ils ne vont pas en soins palliatifs. Pour 2 raisons. D'une part, ils ne vont pas avoir le goût de mourir dans les 3 semaines, et d'autre part qu'ils sont dans des services qui les connaissent, parce qu'ils les ont accompagnés depuis des années, et ils ont accompagné leur renoncement. Le renoncement à marcher, le renoncement à s'asseoir, le renoncement à parler. Ils ont appris à communiquer avec eux, etc. Il y a tout un tas de choses. Et donc, c'est ces services-là qui savent accompagner ces malades. Et je crois que, mais ce que je dis là, il n'y a pas unanimité parmi les médecins sur ce point très précis. Est-ce qu'on le considère comme des soins de base ou est-ce qu'on le considère comme des traitements et auxquels, à condition d'en avoir parlé avec les malades avant,
les anglo-saxons, là encore, ils ont des mots intéressants. J'ai parlé tout à l'heure du mot mourir qu'ils nous fournissent. Ils en fournissent un autre, au lieu de directive anticipée, ils parlent de planification anticipée des soins. C'est-à-dire dans ce dialogue de longue haleine sur plusieurs mois, voire plusieurs années, que l'équipe qui suit le malade habituellement puisse réfléchir avec eux, avec le malade et avec son entourage, avec la personne de confiance, quelles étapes on va avoir à franchir, est-ce qu'on les franchit ou pas, et si on ne les franchit pas, qu'est-ce qu'on fait? Et j'allais dire de graduer la réponse. Et dans cette situation-là, on peut accepter ça à ce moment-là. Mais bon, c'est vraiment le point sur lequel on est très hésitant. Mais là où pour moi il faut tenir le refus, c'est parce que sinon on fait peser sur les personnes très âgées, sur les personnes dépendantes, un sentiment qu'elles sont inutiles et qu'elles feraient mieux de partir. Et que ça, la vie est suffisamment compliquée aujourd'hui pour qu'on n'en rajoute pas une couche. On est déjà dans une situation économique pesante. On doit s'interroger sur où est-ce que nous mettons nos priorités, mais je ne pense pas que ce soit sur le dos de ces personnes-là qu'on doit faire peser ça. Et sinon, on va leur faire peser particulièrement sur eux. Et en plus, on va mettre les soignants en situation intenable d'avoir à se poser la question, est-ce qu'il faut accélérer les choses. Alors, en même temps, soyons francs, c'est des questions qui se posent, déjà pour les soignants. Des situations que peut-être vous ne connaissez pas. Tous les week-ends, du vendredi soir au lundi matin, il y a un service de neurochirurgie, un grand service de neurochirurgie, qui est de garde pour Paris et sa région. Si l'un de vous, l'un de nous, en bonne forme, a un pépin, accident vasculaire cérébral ou un accident, il faut qu'il puisse être pris dans ce service et avec tous les équipements et donc ça suppose qu'il y ait de la place. Donc tout le jeudi, vendredi, le service qui va être de garde se pose la question, quels sont ceux que je vais garder, ceux que je peux déjà envoyer ailleurs, ou que je dois débrancher. Nous n'avons qu'un certain nombre de places. Mais la situation de Vincent Lambert, très bien, il était dans cette situation-là. Mais il y a quelques places, je crois que c'est de l'ordre de la vingtaine de places par région. Et ça va durer 5, 10, 15 ans, 20 ans. Donc, si on ne la pose pas à un moment donné, on va la poser en amont. Qui va rentrer là-dedans? J'ai participé à une journée de formation organisée par le Centre Sèvres, qui était très intéressante, où il y a un neuroradiologue qui est venu nous dire, nous faisons des IRM cérébrales, fonctionnelles, c'est-à-dire c'est hyper technique ou autre, on stimule le malade et on voit quelles sont les zones cérébrales qui s'allument. En fait, on mesure le débit sanguin, et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des cellules qui s'allument, et on essaye d'étalonner ça pour savoir au bout de combien de temps, au fond, on est dans un état de délabrement cérébral tel que, oui, il est mort. Mais c'est ce qu'on a fait comme évolution diagnostique quand on est passé du stade du croque-mort. C'est quoi un croque-mort? On croquait l'orteil et vous voyez si ça réagissait. Ensuite, on a utilisé la technique de l'éther, pardonnez-moi, sur les testicules. C'est particulièrement désagréable et ça fait réagir. Ou de pincer les seins chez les dames. C'est-à-dire, et ensuite on a eu l'électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'on a eu des éléments diagnostiques pour valider la mort successifs. Aujourd'hui, on en est à une autre étape. C'est pas scandaleux. Et donc, on est habitué à ce type de décision, à se dire, bah oui, il y a des éléments de vie qui restent, mais ça n'est plus une personne humaine. C'est difficile, mais bon, voilà. Alors après,
on est renvoyé à des questions. En même temps, après, on est renvoyé, nous, à nos questions, à nous, pour nous-mêmes. C'est pour ça que je vous posais la question des directives anticipées. Est-ce que vous acceptez éventuellement de répondre à la question pour vous-même, de dire qui a rédigé les directives anticipées? Quelques détails. Oui, c'est ça. Moi aussi, je devrais faire comme toi. Bon. Et donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé la question en s'asseyant à une table en disant qu'est-ce que je souhaite si et si? Et en même temps, pour ceux qui ont essayé, est-ce que ça a été facile d'essayer? Oui, changer d'avis. Alors de toute façon, vous pouvez changer d'avis n'importe quand. Il suffit que ce soit signé et daté. Mais Quel est le C'est contenu plus de difficile pour l'entourage que pour soi-même. oui. Mais en même temps, c'est clair que je ne trouve pas ça scandaleux de se poser ces questions-là. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir le parler avec quelqu'un. Je trouve très dommage que ça soit, on est renvoyé à notre solitude par rapport à ça, alors que ça devrait être parlé, pouvoir être parlé. Pour le coup, j'ai beaucoup travaillé à ce que je vous ai dit là, c'est pas un petit tombe, hein, c'est un travail collectif avec d'autres, etc. Notamment, on est un petit groupe au niveau du diocèse. C'était piloté au départ par un diacre de la Mission de France, le même groupe que moi, qui est pneumologue à l'hôpital sud-francilien, et Valérie Landolfini, qui est une femme qui est orthophoniste auprès de cérébrolésés, à Saint-Antoine, et qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Et donc, pour le coup, avec Valérie, moi j'ai accompagné ce collègue centenaire qu'on a enterré la semaine, il y a 15 jours, et on avait dialogué à trois, quoi. Et j'avais été, moi, estomaqué de la qualité relationnelle et l'attention et la justesse de Valérie. Mais c'est son métier, quoi. Et Claude avait été très précis. La dernière fois où je l'avais emmené aux urgences, visité aux urgences, c'est pas moi qui l'avais emmené ce coup-là, et il avait fait un nouvel AVC, et il avait dit je ne veux plus, je veux partir, je ne veux pas être réanimé. Donc j'avais été voir le médecin du service en disant voilà, je vous transmets ça. Elle me dit ok, écoutez, on en reparle avec lui. Et on a fait une réunion à trois avec le médecin. Et Claude, alors qu'il parlait un peu difficilement, a été très clair pour dire voilà, il avait déjà 98 ans, et il n'avait qu'une envie, c'était de partir. Et donc on avait écrit sur le dossier à ne pas réanimer, etc. Mais ensuite il est reparti en EHPAD, et toute notre inquiétude c'était de se dire qu'est-ce qui va se passer si jamais, c'est notamment s'il s'asphyxie en EHPAD, il faudrait que quelqu'un ait l'autorisation de pousser une seringue d'un anesthésique qui ralentisse la ventilation, qui lui permet de s'éteindre tranquillement. C'est pas nous qui le tuons, c'est le pépin, la nouvelle accident vasculaire qu'il est en train de faire, ou l'infection pulmonaire qu'il est en train de faire, dont il est en train de s'éteindre. Et simplement, on lui facilite le passage. C'est là où il faut qu'on accepte d'avoir ce regard, qui soit un regard différencié, mais bon, c'est l'hypnovel, c'est un produit très, très classique. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être, je sais pas, des modèles, des exemples, parce que c'est pas facile de rédiger quelque chose, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. Même si on a vu des personnes autour de nous dans cette situation, on a du mal à se projeter. Moi, je me souviens avoir entendu une fois le docteur Leonetti commenter la loi à laquelle il a donné son nom, mais raconter qu'il y a eu certains cas où, heureusement qu'il n'avait pas eu connaissance des directives anticipées, parce qu'elle disait non, surtout, et en fait, l'intervention avait été possible et elle avait été bénéfique. Et ça m'avait un peu troublé d'entendre ça. Tout à fait.
Dans le groupe dont je parlais, il y en a l'un d'entre nous qui a dit qu'il n'avait pas rédigé et qu'il ne souhaitait pas. Parce qu'il dit, je m'en remets tout à fait. Oui, oui. Il y a une situation que je n'ai pas du tout évoquée, qui est notamment les grands prématurés, ou les bébés très mal, avec de grosses malformations à la naissance. Mais ça nous emmènerait trop loin, c'est d'autres questions. Et c'est une autre question. Est-ce que tu peux nous dire si la loi qui est programmée se met en place, qu'est-ce qui va changer par rapport à la loi 2016? Alors, la proposition que le CCNE avance sur la pointe des pieds. Moi, j'ai été très étonné, j'étais assez, je dis, un peu révolté par la publication en disant il dit oui à l'euthanasie. Il y a une telle opposition des soignants, notamment la majorité des médecins et des médecins hospitaliers sont contre. Des infirmiers, parce que c'est bien gentil. La loi précédente dit d'ailleurs que pour la sédation profonde, le médecin doit être là. C'est pas forcément lui qui pousse la première seringue, mais il doit être là au départ, pour enclencher ça. Et un infirmier qui est affronté à ce genre de situation et qui a eu la mésaventure qu'au fond la personne elle est morte presque aussitôt après, alors que c'était pas ça qui était recherché, mais ça se comprend. Donc là, ce qu'il propose, c'est il dit, il faut développer les soins palliatifs, développer la communication, développer la culture palliative, c'est-à-dire former tous les professionnels à ça, diffuser dans le grand public le questionnement sur les questions existentielles. À partir du collège, nous provoquer à réfléchir à cette question-là et parler de la mort, etc. C'est-à-dire, c'est de réinstaurer tout un questionnement que la mort, ça fait partie de la vie. Jeune prêtre, moi j'ai été confronté à une famille italienne qui m'a demandé de venir prier avec la famille à la maison, autour des... Et j'avais jamais fait ça encore. Et voilà. Et je trouve que c'est une manière familière d'approcher la mort. Donc voilà. Et après, ils disent, en fait, c'est à cause de la contradiction, oui, le point que j'ai peut-être pas explicité, c'est au fond, les textes précédents s'appuyaient beaucoup sur la notion de dignité. C'est-à-dire qu'il y aurait une situation qui, à un moment donné, serait indigne. Et au fond, c'est plus tellement la culture contemporaine, parce que ce mot-là et ce vocabulaire-là est très ambigu. Parce que, alors on s'est mis beaucoup à utiliser le mot d'autonomie. Mais en fait, l'autonomie, est-ce qu'est autonome quelqu'un qui est très dépendant pour sa vie quotidienne, pour s'alimenter et boire, des soignants? Donc est-ce qu'on peut utiliser uniquement cet argumentaire-là? Et donc ils emploient un autre argumentaire qui est autonomie et liberté, qui est dans la Déclaration des droits de l'homme européen, et la libre disposition de soi. Et que, à ce moment-là, dans la mesure où la maladie entrave ça, la personne doit pouvoir disposer qu'elle préfère mourir, et donc se suicider. Sauf que ce qui n'est pas pris en compte dans la réflexion, dans l'argumentaire, c'est au fond, pour moi, on fait de la médecine à l'acte, c'est-à-dire on répond aux symptômes par une prescription. Et c'est une pratique individualiste, une fois encore, on est dans notre culture de l'autonomie individualiste. C'est-à-dire que c'est comme si moi je décide de me suicider, si c'est bien important, c'est évident pour tout le monde que ça va impacter tout un tas de gens autour de soi. Et parce que je serai malade, ça n'impacterait plus les autres, mes proches, etc. Enfin, on marche sur la tête, là. On se met des œillères. On ne veut pas voir ça. On est dans une culture occidentale, métropolitaine, j'allais dire, qui est enfermée sur nous-mêmes. Pour le coup, nos frères africains ont souvent quand même beaucoup plus cette conscience vive de faire partie d'une communauté et que, y compris l'expérience de la maladie, affecte le groupe. Et c'est là où tout ce qui a été lancé par Chirac en 2005 autour de la loi cancer ou autre, a fait redécouvrir ça. Ceux et celles d'entre nous qui ont eu à accompagner un proche qui a traversé la bagarre et le combat d'un cancer, à mesurer ça, que c'est pas simplement une affaire personnelle.
Oui. Et ça serait proposé juste aux gens en fin de vie, ou aux gens qui se disent que plus tard, peut-être, ça ne va pas aller et qui veulent, avant ça, Anticiper les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que actuellement, la sédation profonde et continue jusqu'au décès s'applique pour les gens qui ont, au fond, un pronostic vital engagé à courte durée. C'est-à-dire, c'est à quelques heures, quelques jours. On est dans les moins de 20 jours des soins palliatifs. C'est même beaucoup plus court que ça, c'est 6 ou 8 jours, 15 jours. Là, c'est pour ceux à moyen terme. Et le moyen terme est estimé entre quelques semaines et 6 mois. Donc déjà, on élargit plus large. Mais l'expérience, la Belgique, ils ont commencé comme ça. Ils ont étendu ça aux enfants, y compris sans l'avis des parents. Sans l'avis des parents. Et aux malades psychiques. En Hollande aussi. Donc, quand on ouvre ça part. Donc, c'est la grosse difficulté. Et l'autre chose, c'est de dire, théoriquement, c'est si vraiment le traitement antidouleur ne marche pas. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bénéficié d'un traitement antidouleur parce qu'il n'y a pas des gens compétents pour le faire et il n'y a pas les structures pour ça. Donc, c'est un peu tout ça qui est le difficile. Est-ce que ça répond un peu à Mais on sent bien qu'il y a quand même des groupes de pression, des lobbies, très clairement, l'association Mourir dans la dignité, mais qui est très partisane, je trouve. L'argent joue là-dedans, l'aspect économique. Alors, oui et non. Le président honoraire et tout était un avocat et qui s'est bien enrichi sur ces coups-là dans lesquels il a été impliqué. C'est plus lui qui est le président, maintenant c'est une femme, je ne sais plus son nom, mais je ne suis pas certain de la... Par contre, j'entends bien, moi, le questionnement des gens qui disent, dans certaines maladies, je ne sais pas ce que moi-même je serais prêt à assumer ou pas. Et c'est là où je dis, ça renvoie à la question comment vivre ça et comment l'accompagner. Moi, ce qui m'inquiète dans la loi, si elle était votée comme ça, c'est que les soins palliatifs ne sont pas développés, les médecins ne sont pas suffisamment formés et ils n'ont pas une pratique délibérative. C'est pas un médecin tout seul en ville ou autre qui peut assumer ça. Ça ne peut pas être la décision d'un seul que ça y est, on va pousser un seul. En ce qui concerne l'euthanasie, ça a été beaucoup poussé au niveau politique par Jacques Attali depuis les années 82-85 quand même. Et il avait déclaré que lui-même demanderait l'euthanasie pour lui-même quand il serait arrivé au-delà de 70 ans. Il a aujourd'hui à peu près 75 ans. Ouais, c'est ça. Peut-être plus. Donc il est moins fondable. Il a fait marche arrière, je peux te dire, parce que j'ai lu, je ne sais plus dans quel article j'ai lu ça, je crois qu'il a été réinterrogé et qu'il y a quelqu'un qui a... Ce que tu soulèves, c'est effectivement, c'est l'ambivalence, et c'est ça qui interroge beaucoup les médecins de soins palliatifs, enfin les équipes de soins palliatifs, c'est l'ambivalence des demandes. C'est qu'à un moment donné, on peut avoir envie de dire j'en peux plus, parce que je souffre trop, parce que je déprime, et puis que après... c'est là où... Et c'est là aussi où ça n'est pas simplement une personne, mais c'est quel entourage, et comment cette personne elle est soutenue et portée aussi par les autres. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des lobbies pro-euthanasie qui sont extrêmement puissants. Tout à fait. Oui, oui. La tentative de vote en avril 2022 par Falorni, il y a un bouquin là-dessus.
Si vous aviez envie de lire un peu plus, je signale 2 livres de Catherine Mannix, qui est une médecin anglaise. Ça a été écrit en anglais et traduit en français. Nos derniers jours, un temps à vivre. C'est ça qui m'a donné l'idée du titre. C'est tout à fait intéressant. C'est l'itinéraire professionnel d'une jeune médecin. Elle a maintenant 30 ans de pratique, je crois. Et donc elle dit, c'est notamment son chapitre qui m'a aidé dans mon cheminement avec mon père, parce qu'elle avait été scotchée par une malade qui dit, mais comment je vais mourir? Et elle a paniqué, donc elle s'est référée au chef de service qui lui a dit, ok, on prend rendez-vous avec la patiente, et puis il s'assoit au bord du lit au rendez-vous dit, et puis vous voulez savoir comment vous allez mourir, puis il se met à lui raconter, quoi. Et en fait, la personne a été au contraire très rassurée par ce dialogue franco-port, décontracté et tout. Et elle a plein d'exemples comme ça, c'est très rassurant, c'est pas du tout morbide. Catherine Mannix. Catherine est K-A-T-H-R-Y-N, Mannix. Voilà. Et c'est chez Flammarion. Et puis, mais là c'est plus polémique, hein. C'est Fin de vie en République, donc c'est tout le débat actuel, et c'est par Erwan Le Moridec, qui est un avocat et qui lui est anti-euthanasie, carrément. Mais de façon astucieuse. L'autre que j'avais lu était vraiment, faisait des raccourcis, je trouve, injustes. On dit qu'il y a des lobbies derrière. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Le fait que les vieux coûtent cher, que ça permettra de rétablir je crois qu'il faut accepter qu'il y ait des gens très différents. Pour moi, il y a un certain nombre de gens qui vraiment ne veulent pas, au fond, se retrouver en situation indigne. Et donc, qui veulent avoir cette possibilité-là. Je pense qu'il faut être lucide aussi, qu'il y a là-dedans un certain nombre de francs-maçons qui veulent régler leur compte avec l'Église. C'est comme ça. Disons-le, les francs-maçons. Oui. Les francs-maçons. Oui. Et qui veulent enfoncer un coin sur cette question-là. Mais soyons clairs, c'est pour ça que je vous ai donné les sondages au départ. Cette question, c'est pas autant sur l'avortement, il y a une vraie fracture, croyant, non-croyant. Sur la fin de vie, cette fracture-là ne fonctionne pas. Aucun des critères habituels de sociologie, d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de sexe, de religion, n'est pertinent pour séparer ceux qui sont pro et ceux qui sont anti. Les sociologues disent. Donc on est devant une peur, qui est une peur existentielle et culturelle aujourd'hui, et qui est liée au fait de toutes ces difficultés dans lesquelles nous sommes. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail de fond, parce que peut-être qu'on obtiendra que la loi ne passe pas, mais encore que je pense que le gouvernement est dans de telles difficultés économiques et politiques qu'à mon avis, il fera passer ça pour se redorer une légitimité par ailleurs. Mais que ça ne résoudra pas plus les questions, parce que c'est chaque fois des situations particulières et qu'on n'aura pas la solution à part ce biais-là. Donc il faut mener le travail de fond. C'est pour ça que je trouve que, oui, Je m'excuse d'intervenir encore, mais mourir, c'est quand même naturel, quoi. Oui, mais plus on avance, moins on est pressé. C'est facile à dire à un moment, je pense. Plus ça se rapproche ou autre. Le provoquer, ça l'est moins. Voilà. Puis, oui. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais pour avoir subi des opérations chirurgicales, j'ai 56 ans, être passé à côté de la mort plusieurs fois, dans diverses conditions, ça peut vous prendre à 70 ans, ça peut me prendre à 56 ans, ça peut vous prendre à 6 ans. Je suis désolé de dire ça de manière choquante. J'ai enterré une filleule de 40 ans qui est morte accidentellement, je passe les détails, brutalement, la famille était en vrac,
et une assemblée de 250 personnes avec toute sa génération. Voilà. Mais, et c'est vrai que c'est un vrai scandale. Et c'est un scandale dans la foi aussi. Et la foi ne nous donne pas de réponse à ça. Et en même temps, osons regarder que dans la Bible, un certain nombre de grandes figures demandent au Seigneur à mourir. Élie et quelques autres, ou Job, et il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'au cœur de l'expérience spirituelle, on peut aussi avoir envie, à un moment donné, de dire « ça suffit ». Mais la foi ne nous donne pas, la Bible ne nous donne pas forcément de réponse, mais la foi chrétienne nous apporte espérance. Oui. C'est ça qui est bon. Mais ça n'empêche pas qu'affronter la mort, c'est toujours une épreuve. Bien sûr, c'est une épreuve. Oui. Bien sûr, c'est une épreuve. On n'entend pas l'approcher de la même façon quand on a la foi que quand on n'a pas la foi. Eh bien, pardonnez-moi, mais dans l'expérience aussi bien médicale que pastorale, il y a des chrétiens qui meurent très difficilement et il y a des non-croyants qui meurent paisiblement. Je ne donne pas plus de détails, mais un maire adjoint communiste qui est devenu ensuite sénateur avec de fortes responsabilités, qui est mort d'un cancer du pancréas, et je peux vous dire que vraiment paisible. Moi j'ai été estomaqué, et c'était un homme non-croyant, mais qui je crois avait une véritable expérience spirituelle, parce que l'expérience spirituelle, elle n'est pas uniquement religieuse. Et donc ça malheureusement, ou bien parce qu'on a peur du Seigneur, ou bien parce que je dirais notre vie n'a pas toujours été conforme. Ma grand-mère a été comme ça, là aussi je ne donne pas plus de détails. Mais voilà, c'est pour dire, et jusqu'à la fin elle s'est battue. C'est dans son dernier souffle, je l'ai veillé la dernière nuit, où elle a dit à un moment donné qu'elle voyait la Jérusalem céleste. Et je me suis dit, ça y est. Et de fait, 3 heures après, elle est décédée. Mais pendant des années, les dernières périodes de sa vie, elle se battait avec la figure d'un Dieu juge qui allait la juger pour ce qu'elle avait fait qui n'était pas correct dans sa vie. Non, c'est pour ça que moi je crois que c'est un chemin, et c'est pour ça que les dialogues que nous pouvons nouer sur ces questions-là, ça participe de ce cheminement-là, me semble-t-il. Et pas uniquement entre croyants. Moi je pense qu'en équipe MCR ou autre, ça vaut le coup que vous repreniez ces débats-là, et ces questions-là, si je me permets. Oui, on a l'âge. Oui, non, mais peut-être que vous pouvez être plus paisible à cet âge-là, mais c'est aussi des questions qu'il faut pouvoir aborder à 30 ans. Pour le coup, c'est ce que dit le CCNE, en disant à toutes les tranches d'âge, il faudrait pouvoir l'aborder. C'est des questions que quand Lucas a été massacré par d'autres jeunes à Fleury-Mérogis fin juillet, ben, je peux vous dire que sa génération, ça les a secoués, ça leur pose des questions. 18 ans, il venait d'avoir le bac. Excusez-moi, le CCNE, qu'est-ce que ça veut dire? Conseil consultatif national d'éthique. D'accord. J'ai regardé sur Internet. Et c'était beaucoup, je dirais, il y avait beaucoup de gens de traditions spirituelles et religieuses. Hollande a minoré ce volet-là, et c'est davantage des traditions philosophiques et autres. Et il lui a donné un pouvoir, je dirais dire, beaucoup plus intervenant. Avec des nominations qui ont été évaluées plus partisanes. Pour exprimer ça en langage politiquement correct. Bon, je pense qu'il faut peut-être... on n'est pas à la fin de vie, mais peut-être à la fin de la semaine. Est-ce qu'on se conclut d'une façon croyante Est-ce que tu aurais dans ta décale le cantique de Siméon? Non? Parce que c'est bien. Ceux qui ont un ELF,
sur leur portable. Vous prenez les cantiques, on ne dira juste le cantique de Siméon. C'est pas Qu'est-ce que je dois faire? Travailler. C'est pour la fin de vie, hein? AELF. Ah! C'est pour le compli? Non, parce que le compli c'est un petit peu long, on va pas prendre. Non, c'est pour avoir les paroles. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre la première strophe de l'hymne, et ensuite on chantera le cantique de Siméon. Et on espère avoir les paroles si l'hymne gagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'heure s'avance, fais-nous grâce, toi dont le jour n'a pas de fin. Reste avec nous quand tout s'efface, Dieu de lumière sans déclin. Amen. Seigneur, quand nous veillons, gardez-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu laisses ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Avec Dieu ont vu le salut, que lui préparait à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Sauvez-nous, Seigneur, quand nous veillons. Gardez-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ. Et nous reposerons en paix. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne ensemble bénédiction. Amen. Merci. Continuez bien à vivre. Boîte de stylo. J'y vais progressivement. Oui, sur les chariots, s'il vous plaît. Si c'est possible, attendez.